Bonjour à toutes et bonjour à tous dans votre émission de débat L'Info en face. On est toujours dans le cadre du spécial élection CGM et aujourd'hui nous accueillons Hakim Marakchi qui est candidat à la présidence de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Bonjour Hakim Marakchi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est un plaisir. Et préciser qu'en face de vous il y a votre colistière, Oui. Asia Oui. Menhida qui était également, alors vous êtes également candidate mais à la vice-présidence, c'est ça? Absolument, vice-président général. Oui. Donc il y a du lourd, Bonjour. il y a deux présidents, un président et une vice-présidente candidate à la fonction de président et de vice-présidente à la CGM. On va démarrer tout de suite. Hakim Marakchi sur... ça approche, il ne reste plus que 3 jours là maintenant avec le long week-end. C'est fini, c'est mardi l'élection. Mardi, Inch'Allah. Ouais, alors comment vous êtes là? Très confiant. Est-ce que les dés sont joués, que c'est fini? Est-ce que, eux disent est-ce que ça va se jouer aujourd'hui là pendant le débat là? Parce qu'il y a une heure de débat intensive. Ouais. En fait, je vais vous dire quelque chose. Cette élection est la première du genre et je suis particulièrement heureux d'avoir mené avec SIA cette campagne qui nous a permis d'exprimer nos préoccupations de chefs d'entreprise, les préoccupations de nos pairs. Et donc nous avons été bien accueillis partout, on a eu beaucoup d'échos, on a fait une campagne qui va bien au-delà de ce qu'on pensait le premier jour. C'est-à-dire donc, eh bien, écoutez, on a eu beaucoup de résonance. Vous pensiez être mal accueilli Non, et quand vous avez été bien accueilli, vous dites ouais, c'est-à-dire qu'on pensait que ce serait une campagne qui viserait simplement les membres de la CGM. Finalement, on a été très au-delà des membres de la CGM. On a eu beaucoup de dialogues avec l'ensemble des composants de la société, avec les jeunes, dans les villes, des régions. Les campagnes aussi Alors les campagnes, on n'a pas été dans les campagnes, mais on aurait dû y aller. Mais, vous n'avez pas été dans les campagnes? Dans les campagnes. Je ne vais pas vous piéger avec ça, mais vous n'avez pas été dans les campagnes? On n'a pas été dans les campagnes. Pourquoi vous n'avez pas été dans les campagnes? Écoutez, le temps est court, mais je pense que, disons, c'est la première fois que je fais une campagne électorale. Et moi, je trouve que peut-être que j'y vais prendre goût finalement. Et la prochaine fois, donc la prochaine campagne, si j'en fais une autre. Vous avez découvert c'est une nouvelle aventure pour vous? Absolument, c'était vraiment fantastique, très heureux. Très heureux, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première fois que vous portez candidat à une élection qui a une portée nationale. Peut-être vous avez été candidat en tant que... J'étais président de la FENAGRI, mais le corps électoral était plus faible. Là, on joue, disons, pour la présidence de la CGM. C'est la cour des grands, là, c'est le grand rendez-vous. Plusieurs villes, on était dans plusieurs villes. La FENAGRI, c'était déjà pas mal. Disons que j'ai été vice-président de la CGM, donc c'est pas... Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je ne cherche pas du tout un statut. C'est le plaisir de discuter avec toutes les composantes de la société, de notre société, de défendre les valeurs de l'entreprise et finalement d'avoir des réponses à des questions et finalement de voir qu'il y a une acceptation. Il y a une acceptation de nos propositions, de nos propos, il y a un dialogue qui s'est établi, il y a un débat qui s'est fait et en même temps je suis très frustré de ce que mon concurrent finalement n'est sorti avec un programme que 2 jours avant pour ne plus en parler. D'ailleurs, il a parlé une seule fois, il n'en a plus parlé après. Il a mis 2 minutes pour parler de Saleh Demezoir. Non, c'est vous qui avez prononcé son nom. Parce qu'il était là il y a 2 jours. Ah, je ne savais pas. Si, il était là il y a 2 jours. Vous l'avez pas écouté? Vous me le dites. Non, je ne l'ai pas du tout écouté. D'accord. Mais je vous dirai un petit peu ce qu'il a dit également sur vous. Ouais, vous me direz. Ouais. Mais par contre, non, mais vous me dites comment s'est passée cette campagne. Cette campagne, c'est-à-dire effectivement, je suis heureux d'avoir eu quelqu'un, disons, en face de nous, parce qu'on n'aurait pas fait tout ça s'il n'y avait pas, effectivement, on n'était pas 2 à concourir. Et nous sommes sortis avec un programme, des propositions, nous avons débattu. Toute la presse, pas simplement la presse francophone, toute la presse a repris nos propositions, en a débattu. Et donc pour nous, c'est une énorme satisfaction. Je dois le dire, c'est une énorme satisfaction. Et donc je suis très heureux d'avoir fait cette campagne avec SIA, d'avoir également découvert des tas de gens qui sont formidables, de voir que notre pays est un beau pays et qu'il fait bon de se battre pour son pays. Si je vous dis que j'ai l'impression, quand je vous écoute, Hakim Marakchi, vous savez que je vous écoute attentivement, j'ai l'impression qu'en fait vous avez redécouvert le Maroc, c'est ça en fait? Grâce à cette campagne, je ne savais pas que le Maroc était composé ainsi de femmes qui étaient formidables, qu'on avait un beau pays, donc il a fallu... C'est-à-dire que depuis que je suis à la CGM, j'ai des activités professionnelles, je suis présent dans tout le Maroc. Donc je sors, mais pour des raisons professionnelles. Et là, j'ai parlé de problèmes de fond.
C'est-à-dire, quelle est la place de l'entreprise dans notre société? Quelle est la perception qu'ont les Marocains des entrepreneurs? J'ai déjà débattu, notamment parce que, en tant que vice-président de la CGM, j'ai fait un déplacement avec les membres éminents du gouvernement, notamment pour une conférence qui s'appelait la Tunisie, Start-up de la démocratie. Donc j'étais avec le ministre de l'économie et des finances, avec le ministre de l'habitat, avec le chef du gouvernement. Et on avait déjà débattu d'ailleurs de la perception qu'on a des entreprises et des entrepreneurs. Parfois, et j'avais déjà commencé à débattre avec eux de cela, et j'avais noté que la perception n'était pas très positive. Et on a battu une partie de notre campagne, d'ailleurs sur cela, sur dire il faut libérer l'entreprise parce que c'est un enjeu. Et on va y revenir majeur. aussi sur le... Et c'est parce que, disons, j'étais trop proche du sommet, que là je suis redescendu un petit peu sur terre et que j'ai vu les gens, quelle était leur réaction par rapport à ces mêmes propositions que je faisais justement aux gouvernants. Et c'est une satisfaction. Très bien. Justement, on va revenir ultérieurement, si vous le permettez, sur le programme, sur l'intitulé de votre programme commun, c'est libérer l'entreprise. Mais simplement, Hakim Arakchi, je voulais juste rebondir sur le fait que, c'est la première fois que vous êtes candidat à une élection qui a une portée nationale, voire internationale, on est bien d'accord? Non, nationale, internationale. CGM, vous allez être connecté avec le patronat dans le monde? Oui, mais on est ça, bien d'accord? déjà connecté, ça c'est oui, pas mais, un problème. mais demain, en tant que président, parce que je vous souhaite d'être président. Inch'Allah, voilà, donc c'est le rayonnement aussi, c'est comme un peu notre économie. Il faut qu'elle s'exporte bien au-delà de nos frontières. C'est un enjeu aussi, à mon avis, pour la CGM. Mais j'étais président de la commission internationale. Internationale, oui. Ouais. D'ailleurs, Salah Mezo, elle a dit que vous n'avez pas fait grand-chose. Mais bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Est-ce qu'il à le la sait, fois. lui Je sais pas. Il est formidable. Parce que lui, il est venu à la CGM, je lui ai posé. Ah, si. Ah, ça, s'il a dit ça, il a dit ça. Mais écoutez, moi, je vais simplement demander votre bilan. Il a dit toupé. Parce que quand il est venu, mais c'était lui, moi je présidais avec la commission internationale l'ensemble des conseils d'affaires. Et là, je lui ai demandé de nous donner un programme pour ces conseils d'affaires, pour que parce que les conseils d'affaires, il y a 4 composantes. Une qui est le patronat marocain, une qui est le ministère des Affaires étrangères marocain. Ah tiens, qui c'est qui a été débarqué du ministère des Affaires étrangères? C'est moi qui ai été débarqué du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire qui c'est qui a été débarqué? Moi, j'ai pas quitté le ministère, j'étais pas en poste, on m'a demandé de les quitter. Je ne l'ai pas fait. On ne m'a pas mis quelqu'un pour me seconder. C'est-à-dire, vous parlez du temps où Salah Mezo a été ministre des Affaires étrangères et de moi, la coopération. En tout cas, si lui a dit que moi, j'ai rien fait, mais parce que moi, j'ai demandé qu'il fasse quelque chose. Moi, j'ai pas eu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire que tous les deux, vous n'avez rien fait, en fait? Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas, moi, pour travailler, pour faire ce que je devais faire, j'avais besoin de lui. Et bon, il était pris ailleurs. Il a eu d'autres missions. Il a fait la COP 22, mais en tout cas... Il a sillonné le monde aussi pour le... Je l'ai rencontré d'ailleurs, j'étais avec lui à Washington, et j'ai travaillé avec lui à Washington. Et moi alors là, je trouve que c'est... Alors là, mais comment est-ce qu'il sait ce qui se passe à la CGM, lui qui n'a jamais mis les pieds dans la CGM jusqu'au jour où il s'est présenté à l'élection? Mais comment est-ce qu'il sait une chose pareille? Je ne sais pas du tout. Mais qui lui a dit ça? Je ne sais pas du tout. Mais enfin, il répète des âneries. C'est une ânerie de dire que j'ai rien fait. Mais il fallait demander à la présidente de la CGM si j'ai rien fait. C'est madame la présidente qui aurait dû me désavouer. C'est pas lui qui est candidat à un poste de patron des patrons qui n'a jamais été patron, qui vient me dire que je n'ai rien fait. Mais enfin, c'est incroyable. Il a dit ça. Je peux pas le croire. Je vous crois pas. Il peut pas avoir dit ça. Ah mais moi vous savez, il peut pas avoir dit ça. Non, c'est pas possible. Il était chez nous il y a 2 jours. Il a dit ça. Les émissions sont podcastées, c'est disponible sur le site. Je pensais d'ailleurs que moi j'ai préparé l'émission. Je pensais que vous étiez préparé aussi à l'émission en écoutant ce qu'avait dit votre adversaire concurrent. Écoutez, de toute façon, moi je suis un bénévole. Moi je suis un bénévole à la CGM, comme tous les présidents de commission, comme toutes les personnes qui travaillent bénévolement à la CGM. Donc effectivement, nous sommes bénévoles. On donne le temps qu'on peut. On fait ce qu'il faut. J'ai été associé à des tas de choses avec Madame Ben Salah. Effectivement, je crois que la Commission internationale a connu parce que vous étiez président de la Commission internationale. Président de la Commission Et internationale. Je pense que le rayonnement, c'est ça. Je crois que le rayonnement de la CGM lors du mandat de Madame Ben Salah a été en partie porté par son action à l'international, donc j'ai participé avec elle. Donc vous avez travaillé? Bien évidemment. Vous avez travaillé dur? J'ai mis du temps avec... Hakim Arakchi, vous avez travaillé dur? Bien évidemment. J'étais juste vous avez fait des propos. Vous avez des livrables. J'ai dit bon, je ne sais pas du tout. Vous pensez sérieusement, une once d'une seconde, que la candidature de Hakim Arakchi aurait été soutenue, portée, encouragée pour se présenter à la tête de la CGM si ce monsieur qui est en face de moi n'avait pas œuvré ou travaillé dur ou des réalisations au sein de la CGM? Enfin, soyons un minimum sérieux.
minimum sérieux par rapport aux propos. Je pense qu'il y a, sans être dans la justification, parce que je pense que le propos du débat ou de l'échange que vous voulez qu'on ait ne soit pas tant dans la justification, mais davantage dans l'explication et dans la proposition, surtout, et dans la proposition. Oui. On va y aller très vite d'ailleurs dans les propositions. Juste peut-être pour les lecteurs et les personnes qui nous regardent auditrices, en ce moment. Auditeurs qui mais je regrette. Moi, normalement, Monsieur Salah Temzour est quelqu'un pour qui j'ai de la considération. Il a fait. C'est pour ça que j'étais surpris, vous êtes tout de suite emballé, parce que j'étais surpris. Oui, c'est surprenant comme constat, c'est très surprenant en fait. Il n'a pas accepté aussi le fait que vous ayez vous l'ayez attaqué sur le fait qu'il ait une appartenance politique, membre d'un bureau politique aussi. C'est un fait, nous sommes en train de parler et qu'en fait, faits. En considérant que peut-être le débat est ailleurs, les enjeux sont ailleurs, et nous, on a un programme, on a fait notre programme c'est de l'enfantillage, et qu'il fallait aussi faire grandir le débat, et que pour faire grandir le débat, il fallait aller sur d'autres terrains que sur celui-ci. Je pense qu'il a raison. Il aurait dû sortir avec ses propositions beaucoup plus tôt. Je pense qu'on aurait dû débattre des choses beaucoup plus tôt. Comme je vous l'ai dit, moi je suis sorti avec des propositions, donc on a débattu partout dans toutes les régions du Maroc. On a parlé de ce qu'on veut faire. On a parlé de comment est-ce qu'on voit. Mais chacun sa méthode, sinon, s'il a je parle pas de méthode, mais dans ce cas-là, il peut pas dire que moi je suis venu sans proposition. Moi et SIA, on est sortis avec des propositions. Non, donc dire que, c'est-à-dire que lui, il s'est focalisé, et je pense que c'est un homme politique. C'est un grand homme politique, il a été président d'un parti. Il connaît toutes ces petites tactiques pour faire croire que justement il n'est pas sorti avec du fond. Donc il a déplacé le débat ailleurs. Il a placé le débat sur l'histoire de la politique. C'est lui qui l'a fait. Nous, on a juste remarqué que lui, c'est un homme politique et que la CGM... Vous êtes engouffré quand même dans la brèche. Non. Vous avez posté un tweet. Moi, je me dis, Hakim Araghchi, qu'est-ce qu'il... On a fait un tweet sur tous les centaines de tweets qu'on a fait. Oui, mais celui-là. Non, il y a celui-là qui a été fait. Non, parce qu'il y a un problème sur l'action de la CGM. Je rappelle que l'action de la CGM, elle est multidimensionnelle. Nous travaillons avec le gouvernement. Bon, dans le gouvernement, il y a peut-être des ministres qui ont la même sensibilité. De différentes couleurs politiques, que mon concurrent, M. Salah Temzour, qui est encore une fois quelqu'un de très appréciable. Que vous appréciez, vous, personnellement? Ah oui, bien sûr. J'étais avec lui à Washington, d'ailleurs, lors du dialogue stratégique Maroc-USA. J'étais présent avec lui et j'ai participé à certains travaux dans certaines commissions. Donc, dire que j'ai rien fait, ça m'a juste surpris. Je pense qu'il a dû oublier. Il n'a pas dû le dire, disons... il devait être très nerveux. Non, il n'était pas du tout nerveux. Vous êtes énervé alors que lui, il n'était pas du tout énervé lorsqu'il a dit ça. Quand il a réagi sur les tweets que vous avez postés et autres, sur les trucs, en disant, il n'était pas du tout énervé. Il a dit, je vais vous répondre. Effectivement, je n'avais jamais réagi jusqu'à présent et je profite de l'antenne de Matin TV pour dire voilà maintenant ce que je ce que je réponds. Dans ce cas-là, ça regarde. En tout cas, moi, j'étais avec lui à Washington. J'ai parlé, j'ai tenu certaines réunions à Washington au titre pour le compte de la CGM lors du dialogue stratégique Maroc-USA. Entre autres. Donc, en tout cas, c'était un moment où je l'ai rencontré. Un autre moment où je l'ai rencontré, c'est lorsqu'il est venu à la CGM et on lui a demandé... Ah, mais il est venu déjà à la CGM. Il est venu à la CGM. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'est jamais venu. Oui, c'était dans le sous-sol. L'économie, quand lorsqu'il était de la CGM. Il y a un amphithéâtre. Oui, il y a un amphithéâtre au sous-sol de la CGM. Il y a un péjoratif, le fait que ce soit le sous-sol. Non, je dis ce qu'il y a. Voilà, c'était effectivement sous-sol parce que l'amphithéâtre... Moi, j'étais au sous-sol, j'étais à l'entresol, j'étais au premier étage, au rez-de-chaussée, au deuxième étage, j'étais partout à la CGM. Et là, vous visez le sommet maintenant, c'est l'arrivée au dernier étage. En fait, encore une fois, je vise pas. C'est pas un statut pour moi. C'est pas un statut. La CGM pour moi, c'est pas un statut. Moi, si je vais à la CGM, c'est pour rendre service à mes pairs. C'est pour rendre service aux entreprises du Maroc, pour défendre l'entrepreneuriat. C'est par solidarité avec mes pairs. Vous êtes sérieux? Vous dites que c'est un élan de solidarité? C'est un acte. C'est une fonction, je pense, extrêmement importante, stratégique. Oui, le patronat aujourd'hui, peut-être au Maroc, je le fais bénévolement. Plus aujourd'hui qu'hier. Oui, je le fais bénévolement. N'oubliez pas qu'on est des chefs d'entreprise qui allons confier et donner les règnes de nos entreprises à nos pairs et à nos associés et à nos managers pour nous consacrer à 100%. Si on est d'accord là-dessus, simplement je voulais réagir sur ce que disait Hakim Araghchi, c'est un élan de solidarité. Je veux dire, la solidarité, moi j'ai fait dans des actions caritatives, je donne de mon temps, pas suffisamment d'ailleurs, pour les actions caritatives. Donc là, je fais preuve de solidarité. Est-ce que là, en l'occurrence, quand on prétend à la présidence de la CGM, on est dans la solidarité? La CGM est un syndicat, c'est le syndicat des patrons. C'est le syndicat des patrons. C'est le syndicat des chefs d'entreprise. Donc oui, nous sommes solidaires.
Donc c'est par solidarité, évidemment. C'est un syndicat, c'est la solidarité. C'est vraiment, moi je ne vois pas ce qu'il y a de péjoratif là-dessus. Non, c'est juste, je l'ai fait par solidarité, mais ça vous appartient. Bien sûr. C'est votre motivation. C'est par solidarité, par engagement solidaire, effectivement, de l'ensemble des chefs d'entreprise du Maroc que nous voulons effectivement représenter pour défendre la vision qu'on a de l'entreprise. Et pour vous, par rapport à l'entreprise aujourd'hui, est-ce que j'ai lu aussi que vous disiez que votre binôme, je peux dire binôme, binôme Hakim, Assia Hakim, c'est légitimité et crédibilité. Oui. Que c'était le fer de lance en fait. Voilà, nous on est légitime et on est crédible. Puis moi en préparant l'émission, ça m'a interpellé. Je me dis, pourquoi vous êtes plus légitime que l'autre binôme, plus crédible que l'autre binôme? Évidemment. C'est même pour ceux qui nous écoutent. Évidemment, ça paraît évident pour vous. Oui. Je peux vous répondre assez franchement. Oui. Je suis très très gênée quand tous les propos sont simultanément ou systématiquement, en comparaison par rapport à. Je pense que c'est très important si on a le plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, que le propos soit centré sur nous, sur notre programme, et pas, si vous le voulez bien, que nous passions le temps à débattre par rapport à quid de nous, quid des autres. Lorsque nous disions, et pour rappeler le propos, lorsqu'on a élaboré ce programme et qu'on a réfléchi aussi à nos arguments c'était de dire nous sommes légitimes et crédibles. Pourquoi ? Parce que, on est chef d'entreprise, entrepreneur et chef d'entreprise. Hakim depuis 25 ans, pour ma part depuis 20 ans. Nous sommes impliqués à la CGEM, Hakim depuis 12 ans, pour ma part depuis 8 ans. Et impliqué, plus qu'impliqué, puisqu'on a fait partie de la gouvernance du conseil d'administration. Hakim était vice-président de la CGEM, président de commission, j'étais vice-présidente de fédération, président de fédération, et ainsi de suite. Également parce qu'il représente le secteur de l'industrie et connaît parfaitement bien les problématiques industrielles et les problématiques que rencontrent les chefs d'entreprise dans l'industrie. Et que pour ma part, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier et 25 ans que je suis dans le domaine des services, dont 20 avec ma propre entreprise. Et avec une très bonne connaissance aussi des problématiques des entreprises. Tout ça pour dire quoi? Que vous êtes... Tout ceci pour dire, c'est dans ce sens-là que nous avons construit, pas pour nous positionner. C'est pas par rapport à l'autre binôme. Je pense que si les gens votent pour nous, c'est par rapport à nous. Oui, c'est pas par rapport à un autre. Donc vous considérez être beaucoup plus légitime que l'autre. Non, mais simplement que les autres, vous considérez-vous être légitime et vous avez tiré votre légitimité de votre engagement et parcours respectif. Simplement, c'est juste pour comme ça pour éviter les lectures. Vous savez, les journalistes, on est toujours les lectures entre les lignes. Au fond, c'est aux électeurs de décider. Complètement, ils décideront. Donc ils décideront qui est le plus légitime. S'ils disent que c'est lui, tant mieux pour lui. Et s'ils disent que c'est nous, tant mieux pour nous. Mais nous, c'est vraiment le propos. Mais nous avons quand même, c'est-à-dire que depuis un mois, nous, on vient avec des propositions, on vient avec un programme, on vient avec une philosophie sur la fonction de l'entreprise. On ne parle pas simplement d'infléchir. Pour nous, c'est rétablir, en fait, l'entreprise et la place de l'entreprise dans la société. Est-ce que vous êtes toujours resté fidèle à votre cap, à votre méthodologie, de se dire, voilà, effectivement, vous avez été les premiers à dégainer, entre guillemets, à présenter votre programme, à sillonner le Maroc, à aller de région en région. Si vous n'aviez pas, de temps à autre, lâché quelques tweets ou quelques propos, peut-être qu'effectivement... Mais pourquoi est-ce que vous voyez que les propos qu'on lâche, c'est par rapport à la candidature qu'il y a en face? Je vois pas. Quand vous dites par exemple que pour être patron, le patron des patrons doit être un vrai patron. On parle de nos convictions. Voilà. Quel est le problème? Vous visez. Ça a toujours été. Quel est le problème? Mais je veux dire, vous visez qui quand vous dites ça? On vise les électeurs. Forcément, il y a des différences. Quand vous invitez des anciens patrons de la CGM, ils sont tous votre meeting, c'est tous des anciens je suis désolé. L'indépendance de la CGM, ça veut dire que vous avez fait un écart. Attendez, vous avez fait un écart vis-à-vis de votre programme. C'est-à-dire que il y a votre programme, il y a vos idées, il y a vos propositions. Non, pas du tout. On n'est pas autiste. Il y a un environnement. Oui. Il y a un environnement. Et on interagit. Et donc, on interagit avec notre environnement. On nous dit, tiens, pourquoi vous? Je dis, mais écoutez, d'abord, il y a des prérequis, je dirais, normalement. Et l'autre doit se positionner. Moi, si j'avais été lui, j'aurais dit, oui, mais moi, je viens avec telle et telle et telle proposition. Je ne vais pas dire, non, pourquoi il dit que je ne suis pas patron? Je dis, je ne suis pas patron. Pourquoi moi, il dit, je suis politique? Je dis, lui, il est politique.
Après, on me dit non, mais vous faites aussi de la politique. Oui, mais je ne fais pas de la politique partisane. Oui, ça fait partie du jeu d'une campagne électorale. Voilà. Bien d'accord. Mais lui, c'est-à-dire, il ne doit pas se positionner par rapport à nous. Mais comme il a sorti son programme très tardivement, donc il a surfé sur ces différences. Pourquoi je dis qu'il y a une différence? Je dis qu'il y a une différence, c'est au passage, c'est 1% de nos propos. 99% de nos propos, ce sont nos propositions. Et puis quand on dit tout simplement qu'on tient à une CGM indépendante, vous avez vachement insisté là-dessus. Hein. Ah mais c'est normal, parce qu'elle a toujours été indépendante et qu'on tient, et que quand on discute avec les chefs d'entreprise, nous tenons à ce que la CGM reste une CGM forte, influente et indépendante dans le sens apartisane, c'est-à-dire sans teinte politique, sans couleur politique. Et ce qui a toujours été le cas, et je pense qu'on n'est pas un épiphénomène, ou on ne sort pas des rangs en le disant. C'est partagé, c'est très fortement partagé. C'est largement partagé par beaucoup de patrons d'entreprises. Oui, c'est argumenté aussi, SIA. On l'a argumenté. On a dit attention, la présidence de la CGM, c'est la présidence du navire amiral des entreprises marocaines. Et les entreprises marocaines ont affaire avec toutes sortes de politiques. Bien sûr. Et donc on a affaire avec les politiques dans les communes. Vous avez une proximité, vous, avec des politiques? Il y a bien des politiques que vous fréquentez depuis des années, avec qui vous allez faire votre marche aussi, donc il n'y a pas de... Mais personne, avec mes marches, non. Enfin, je ne sais pas, que vous côtoyez en tout cas dans les... Non, ça m'arrive. Oui, non, ça vous arrive. Juste à préciser qu'il a fait partie de la commission mixte entre le gouvernement et CGM, et que Hakim était du côté de la CGM pour aller négocier des choses face au gouvernement belge. Il peut avoir des amitiés anciennes, avec des... C'est pas une question d'amitié. Vous n'avez pas d'amis chez les politiques? Non, mais c'est pas une question d'amitié. C'est d'engagement. C'est une question de perception. Ça dépend comment est-ce qu'on vous place. Si on vous place comme étant proche d'un parti politique et que vous allez négocier avec une commune ou avec une région, où là il y a des présidents de parti ou une présidente commune, parce que toutes mes entreprises sont impliquées là-dedans, et que voilà, je viens en disant je suis Monsieur Marakchi, je suis perçu comme étant affilié à un parti qui est différent du vôtre. Ça complique la négociation. C'est ça ce qu'on a voulu dire. C'est attention. Et moi j'aurais été lui, et d'ailleurs je l'ai dit, il aurait pris ses distances de façon plus ferme. On lui a posé la question, il nous a répondu. Oui, mais de façon plus ferme. C'est-à-dire qu'il aurait démissionné de son parti au moment où il s'est porté candidat, déjà. Il aurait beaucoup atténué. Oui, il a dit qu'il le ferait après. Donc, on lui a posé la question. Dans ce cas-là, il est soupçonné d'opportunisme. Parce que si vous démissionnez après, pourquoi, si vous croyez à la CGM et que vous allez vous lancer là-dedans, écoutez, il faut couper les ponts. Hakim Marakchi, c'est incroyable. Chaque fois que vous revenez sur Salah Desmézoir. Mais écoutez, c'est vous qui ne m'arrêtez pas de poser des questions là-dessus. Non, au contraire. J'ai dit, mais moi je l'aime bien. Salah Desmézoir, c'est l'élan pour tous, c'est vous, c'est libérer l'entreprise, donc on va y aller. Vous m'avez dit qu'il m'a traité de quoi? Non. Si, il a dit que j'étais... Il a simplement demandé... Faible, il a dit faible. Non. Il a dit faible et... Il a considéré que les différents tweets... Il a dit faible et enfantillage. Moi, je ne dis pas qu'il est ni faible ni infantile. Je dis que c'est un homme politique et qu'il n'est pas patron. C'est tout. Non, mais il est candidat. Il est candidat, mais c'est pas un patron, il est candidat. Il est candidat pour être patron des patrons sans être patron. En tout cas, c'est un homme politique. On va pas de mal. Et lui, il dit que je suis faible. Je dis, écoutez, s'il veut dire, en étant que je suis faible, s'il veut dire me dire qu'il est patron, écoute, très bien. Moi, par faiblesse, je dirais pas. En tout cas, il est. Je vois pas, je comprends pas. En tout cas, il est convaincu de sa victoire mardi prochain. Ça, il nous l'a dit, on l'a redit à cette antenne. Il est très confiant. Donc je vous dirai la même chose. Voilà. Et je viens pas avec des tonnes disons, je viens avec de la conviction. Je viens en appelant mes pairs à venir voter, en espérant qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent voter, et puis que le meilleur l'emporte. Justement, parce que comme vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de programme à l'époque où vous aviez lancé votre campagne, un programme qui a été présenté par Salah Desmézoir, et le vote qui a été présenté aussi lors d'un meeting casablancais lundi dernier. Alors vous savez, moi j'ai regardé les chiffres, parce que j'aime bien, tout ce qui me passionne, c'est un peu les chiffres. Je me dis, voilà, Hakim Marakchi, lundi, c'était entre 300 et 350 personnes. Il y avait 300 personnes, on a rajouté 50 chaises. Mardi, Salah Desmézoir, officiellement, j'étais pas là. C'était 650 personnes, 670 personnes, avec un écho. C'était pas les mêmes. Avec un écho, je suis pas comme vous, je suis pas autiste, avec un écho peut-être un peu plus retentissant. Est-ce que là, on se dit, il y a peut-être un truc qui s'est passé là? Vous voyez la qualité des chiffres? Vous connaissez la qualité des chiffres? J'ai relevé les chiffres. La composition des chiffres? Je ne vais pas revenir sur le qualitatif. Je vous invite d'accord avec moi à vérifier
qualitativement, Simplement, la composition des 350 personnes et la composition des 600 personnes. Effectivement, il y avait du beau. Le moment n'était plus beau chez vous lundi que mardi chez Saladin Mezouar. Ce qu'on dit, c'est qu'on avait 350 personnes dont la large majorité, allez, on va dire au moins 90%, étaient des chefs d'entreprise et des adhérents de la CGEM. Je ne suis pas complètement certaine, mais... Je suis certaine voilà. Vous aviez pas vos espions mardi Si. Dans le Palace Casablanca, des gens qui sont venus, pas des espions, parce il y avait des espions entre guillemets. 20% des gens qui étaient présents chez nous étaient présents. Regardons la composition des gens qu'il y avait mardi. Je demande à voir. Moi, je demande à voir. Est-ce que ce sont des adhérents tous de la CGM? Je pense pas. Ce qui m'importe simplement de se dire, effectivement, vous dites il y avait 350 personnes lundi chez vous, 300 personnes et des chaises qui ont été rajoutées, 600 ou 850 personnes mardi pour votre concurrent, donc on enterra l'identité. Je répète. Oui, bien sûr. Là, je préfère ça. Là, ça fait sourire. Hakim Arachi, tout à l'heure, il s'est mis dans un état colérique. Vous dites, est-ce qu'on se dit, aïe. Vous m'avez dit qu'est-ce que vous avez? Vous avez sorti un truc. Il s'est énervé, voilà. Je ne suis pas énervé, je suis surpris. Très sérieusement. Est-ce qu'on se dit peut-être, il s'est peut-être passé quelque chose? Mercredi matin, mardi soir, on se dit, c'est peut-être un tournant dans la campagne. Non, le tournant dans la campagne. Je sais pas, je pose la question. C'est-à-dire que nous avions 350 adhérents qui sont venus. Je connais pas mal de gens qui étaient chez lui. Il y avait beaucoup de gens de ma famille, d'ailleurs, qui étaient présents chez lui, qui ne sont pas du tout adhérents. Et donc, j'en connais pas mal. Il y avait à peu près 20% des personnes qui étaient... c'est-à-dire l'autre binôme, il y a quelqu'un de ma famille. Donc, je sais notre binôme, c'est-à-dire le Faisal Mekouar, qui était là d'ailleurs à la place d'Assia. Donc il est de ma famille. Donc on a des gens de ma famille qui sont venus chez nous et qui sont venus de l'autre côté, puis ils me racontent. Mais donc ils me disent voilà, dans la famille il y avait telle et telle personne qui sont pas du tout membres de la CGM qui étaient présents. Nous on a fait attention, on a invité, c'est-à-dire qu'on a fait les gens se sont inscrits. Sur une liste pour dire voilà nous voulons venir, juste pour prévoir qui allait venir, et donc on a invité que les membres. Moi, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de voitures qui étaient immatriculées à Rabat dans le parking. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus. Mardi, pour ça, mardi, oui. Donc, il y avait beaucoup de gens. Mais on donc, n'a pas, voilà. Maintenant, nous, on n'a pas été voir. Maintenant, tant mieux pour lui. En fait, a priori, il a fait x2 par rapport à vous. En termes de fréquentation. Les journalistes, on les invite. C'est très très masculin les illustrations de muscles. Mais nous, par exemple, c'est des Popeye, je sais pas. Toute la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes sont davantage dans la démonstration des muscles, alors que ma première réponse a été de vous dire mais attendez, voyons d'abord quelle est la composition et qualitativement. C'est peut-être des fois la différence. Nous, on avait fait on avait 50 journalistes, c'est-à-dire qu'on m'a dit que sur les 650 personnes, il devait y avoir au moins 50 photographes. Nous, on avait mis les 50 personnes pour la presse, on les avait rencontrés avant. C'est pas gentil ce que vous venez de dire avec un match. Pourquoi? Parce qu'il y avait des photographes, il y avait des gens, des tierces personnes en fait pour Saladin Mezouar, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de photographes, beaucoup de journalistes, personnes, je vous dis que c'est beaucoup de... Vous me demandez de réagir, je vous dis oui, on n'a pas invité des photographes. Moi je vous dis on n'a pas invité vous, moi je sais. Non, mais moi j'ai pas de... Mais c'est bien, mais tant mieux. Mais écoutez, c'est formidable que les gens soient venus. Je comprends d'ailleurs qu'ils soient venus voir. Ça n'a pas été un événement, vous n'êtes pas dit mercredi matin, vous n'êtes pas dit vous êtes réveillé en vous grattant la tête en se disant aïe, ça va peut-être être les tous se resserrent. Non, on a été très satisfaits. Honnêtement, on a été très satisfaits du meeting qu'on a organisé lundi, qualitativement, par la qualité des gens qui sont venus, bien sûr le nombre, par la qualité, et puis surtout aussi par... je pense, on peut le dire qu'on a fait un bon boulot avec l'équipe de campagne dans la présentation, dans le contenu, On nous a dit, des gens qui ont assisté aux deux meetings, honnêtement, nous ont dit, vous avez été straight to the point, vraiment. Straight to the point, c'est quoi? Percutant, pertinent, performant, avec des mesures extrêmement concrètes, pas sans trucs, mais vraiment, bien calibrées. C'est pour ça que j'apprécie de travailler avec Hakim, parce qu'on on travaille beaucoup sur du concret et... Voilà, on va aller justement sur le concret, parce que là, ça veut dire une petite demi-heure, donc on va basculer sur le programme. Propositions, suggestions, mais tout de côté. Libérer l'entreprise. Enfin. Ça vous a fait plaisir aussi dans la petite demi-heure. Vous avez pu aussi ça sert à rien, mettre les points sur les i. Ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Oui, c'est pour ça, oui. Y compris de s'énerver, je préférais quand vous avez souri tout à l'heure.
Bon, je me suis énervé parce qu'on m'avait dit, j'ai rien fait à la CGM. Moi, j'ai passé 9 ans bénévolement. J'ai passé 9 ans bénévolement à travailler à la CGM. J'ai été chaque fois, on m'a chaque fois proposé d'avoir une position supplémentaire. Il y a quelqu'un qui vient, qui n'a jamais mis les pieds à la CGM pour ainsi dire, sauf pour nous rendre visite, pour présenter son action de ministre des Affaires étrangères. Il redevient méchant. Hein. Mais non, il connaît pas la CGM, il vient me juger. Bien sûr. Je vous dis oui, c'est quand même terrible. Il ne connaît pas la CGM, il vient me juger. Ah, si c'est ça, je suis surpris de sa part. Allez, voilà. Je suis vraiment surpris. D'ailleurs, je vous ai dit, il ne peut pas avoir dit une chose pareille. Avant de consacrer la prochaine demi-heure sur le programme, le contenu, vision, suggestion, fiscalité, toutes les choses qui sont inscrites dans votre programme, et je sais que Hakim Rachid défend aussi, et depuis des années, parce que c'est pas la première fois que je le reçois en débat, simplement de se dire, voilà, juste la présidente de la CGM. Vous avez fait référence à un tweet qui a été posté par Mariam Ben Salah Chakroun hier, que Hakim Rachid a relayé à la vitesse de la lumière. Il a été posté par Mariam Ben Salah. C'était 1 heure après. Ouais, mais 1 heure après, je sais pas. En tout cas, il a été très rapidement posté. Alors je me suis dit, voilà. Alors, je vais vous lire ce tweet. Oui. Le 22 mai, oui. Je céderai la place à un nouveau binôme à la tête de la CGM. J'espère que vous serez nombreux à venir voter. Que le meilleur gagne et serve humblement notre confédération pour qu'elle continue d'être ce qui nous fédère. Une CGM forte, unie et indépendante. Signé Madame Ben Salah Chakroun, Mariam, qui est la présidente sortante de la CGM. Hier en fin d'après-midi. Voilà, elle a pas dit, vous y voyez un soutien à Hakim Rachid? Je vois un soutien à nos idées, oui. À vous? À nos idées. Oui, mais je veux dire, explicitement, elle n'a pas précisé qu'elle vous soutenait. Écoutez, non, elle n'a pas écrit qu'elle soutient Hakim Rachid là-dessus. Voilà. Je vous ai lu le tweet. Hein. Oui, non, c'est pour ça. Vous êtes quand même. Vous pouvez pas me dire autre chose que ce que j'ai dit. Donc je n'ai pas dit qu'elle me soutient. Simplement, Hakim Rachid. Il a dit aussi que je soutenais, que j'avais dit que Mariam me soutenait. Vous allez me dire qu'il a dit ça aussi. Vous écouterez, on fait des émissions pour qu'elles soient écoutées. Enfin, c'est quand même marrant. Même si on a une cible très restreinte aujourd'hui et qui a complètement intégré aujourd'hui le concept de l'info en face, la tonalité, le son, le fond et la forme. Donc je vous invite à écouter. Écoutez, je suis heureux de cette déclaration de Madame Salah que je signerai des deux mains. Oui, c'est exactement ce que nous voulons. Nous voudrions que les membres de la CGM viennent en masse voter le 22 mai, donc à l'Assemblée générale ordinaire élective. Elle ne vous soutient pas, Mme Salah. Écoutez, elle n'a pas fait une annonce. Elle ne vous a jamais soutenu. Ah si, elle m'a soutenu plusieurs fois quand même. Ah, vous a soutenu? À plusieurs fois, oui. Parce que lui dit qu'il ne vous a jamais soutenu et que quelque part, vous êtes là en train de vouloir vampiriser un soutien qui n'a jamais été exprimé clairement et qui n'a jamais été... Ah non, elle a soutenu ma candidature. Je crois qu'on a encore une copie du mail où elle soutient notre candidature. C'est-à-dire, il y avait dans la liste des soutiens, oui, enfin si, elle a soutenu ma candidature. Donc, Mme Salah Chakroun vous soutient? Elle a soutenu ma candidature, oui. Est-ce qu'elle va voter pour moi? Il faut lui demander. Elle l'a soutenu lorsque vous avez annoncé votre candidature ou elle la soutient toujours aujourd'hui, à 3-4 jours du scrutin? Franchement, d'abord, qu'elle ait soutenu ma candidature, je suis formel. Que j'ai des tas d'entreprises qui ont soutenu notre candidature, je suis formel. Restons que sur la présidente de la CGM. La présidente de la CGM, Madame Mariam Ben Salah Chakroun, m'a apporté son soutien pour me présenter à la présidence de la CGM, ainsi qu'à Madame Essia Benhida. Elle a soutenu notre candidature, je l'affirme. Maintenant le jour du vote. Oui, maintenant le jour du vote. Vous l'avez vu récemment, vous avez échangé avec elle. Parce que vous avez dit, Hakim, c'est bien, tu fais une bonne campagne, je suis derrière toi. Je pense qu'il faut lui demander à elle. Moi, j'ai été son vice-président. J'ai été son vice-président. Quand vous prétendez, moi, j'ai pas de souci. De toute façon, je suis pas là pour juger. Que Mme Ben Salah Chakroun, la présidente du patronat, vous soutient, un propos, une situation, une réalité que conteste fortement Salah Mezouar, qu'il a contesté ici d'ailleurs. Je voulais savoir si effectivement ce soutien est effectif et réel. C'est sa lecture. Oui, voilà, simplement, c'est juste pour... Écoutez, moi, si vous voulez... pas induire en erreur, ceux qui vous écoutent. Est-ce que tu penses qu'on peut... Elle nous l'avait envoyé par mail. Écoutez, si on arrête la caméra, je vous retrouverai. Je vous on va pas arrêter la caméra. Elle a effectivement soutenu notre candidature. Je peux vous en apporter la preuve après l'émission. Maintenant, le jour du vote, pour qui votera-t-elle? Ça, je ne sais pas. En tout cas, le vote, normalement, est secret. En tout cas, au travers de ce tweet, c'est pas un soutien à Hakim Rachid et à Assia Benhida, simplement. Juste, je vous pose la réponse, pour vous parler franchement. Vous nous dites, on a été super réactifs quand on a vu ce tweet. On a dû y répondre dans l'heure qui a suivi ou quelque chose comme ça. Je pense que dans le choix des mots, ce sont des mots qui font complètement écho pour nous.
et qui résonne pour nous. Parce que si vous voyez le programme qu'on a défini, et puis dès le début de notre propos, c'est vraiment de tenir à cette CGEM forte et indépendante, influente et indépendante. Et la notion d'indépendance, elle fait écho chez beaucoup de gens qui sont membres de la CGEM aujourd'hui. Donc on était vraiment satisfaits de le voir. C'est pas pour autant qu'on peut aujourd'hui venir et affirmer mordicus pour dire un tel va voter pour nous ou une telle va voter pour nous. Parce que le jeu est bien un jeu démocratique, en principe, où les urnes seront secrètes. Par contre, nous savons que nous avons un certain nombre de soutiens. Voilà. Et oui, de part et d'autre, d'ailleurs, même l'autre camp, on dit exactement la même chose. Absolument. On va aller sur le programme. Yes. Enfin. Libérer l'entreprise. Ouais. Pourquoi libérer l'entreprise ? Parce que je rappelle que chacun d'entre vous avez une dizaine d'années, une décennie, voire un peu plus d'ancienneté au niveau de la CGEM, c'est bien ça ? Je dis pas de bêtises ? Non. Et aujourd'hui, 8 ans, 12 ans et 8 ans. Donc tous les deux combinés, le binôme, ça fait 20 ans. Ça fait 2 décennies. Et aujourd'hui, vous vous présentez tous les deux et vous présentez un programme intitulé « Libérer l'entreprise ». Ça veut dire qu'elle n'était pas libre avant. C'est assez surprenant. Moi, ça m'a surpris en tout cas. Mais ça n'a pas surpris nos pairs, en tout cas, quand on a présenté. Vous avez pu le voir d'ailleurs, puisque vous étiez présent à notre meeting lundi. Oui, ça parle aux chefs d'entreprise aujourd'hui de dire que l'entreprise est enfermée dans un carcan. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entreprise marocaine subit une réglementation qui est dépassée. Elle subit un contexte réglementaire qui a besoin d'évoluer, qui n'est pas adapté à la mondialisation. L'entreprise marocaine est, au niveau de la compétitivité, soumise à certaines contraintes qui trouvaient leur justification et leur origine le siècle passé, quand notre économie était protégée, mais qui aujourd'hui agit comme un boulet pour nos entreprises et pour leur développement. Et l'entreprise marocaine a besoin également de s'ouvrir à la digitalisation. Donc ça, ce sont des évidences. Elle est ouverte, elle s'ouvre plus ou moins, de plus en plus, non ? Davantage. On va aller sur le programme, sur les mesures, parce que moi, il est là, votre programme. Ouais. Il est là, je l'ai étudié, j'ai travaillé dessus. Merci. Mais simplement, oui. Ma première marque de respect vis-à-vis des invités qui ont l'amabilité de venir débattre, c'est déjà de bien travailler son sujet. Simplement, Hakim Rakchi, moi, c'est de me dire, vous êtes tous les deux, je l'ai dit tout à l'heure précédemment, ça fait 20 ans que vous êtes à la CGEM, engagés, bénévolement, ce que vous m'aviez dit, au détriment de votre entreprise et de l'activité de votre entreprise. Mais ça fait 20 ans que c'est comme ça que l'entreprise est fermée ? Parce que j'ai l'impression que vous le dites aujourd'hui, que vous redécouvrez aussi, vous découvrez que l'entreprise n'œuvre pas dans un milieu ouvert. Non, c'est intéressant ce que vous dites, bien sûr. En fait, il y a une évolution qui s'est faite. Bien évidemment, le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte qui est particulier. C'est-à-dire que l'entreprise marocaine a évolué dans un cadre que d'ailleurs mon opposant, M. Salahdine Mzouer, a en partie défini lui-même. Lorsqu'il était ministre du Commerce et de l'Industrie, il a eu un plan qui a porté des fruits, le plan émergence industrielle, mais qui s'est soldé parce qu'il a duré trop longtemps par un échec. C'est-à-dire il y a eu des choses qui étaient très positives, qui ont permis, par exemple, l'arrivée de Renault. Oui, de structurer l'économie, de diversifier notre tissu aussi. Voilà, l'arrivée de Renault, l'aéronautique, l'offshoring. Et il a mis en place des secteurs qui étaient privilégiés. Mais aujourd'hui, ces secteurs privilégiés font preuve d'une situation qui est tout à fait décalée par rapport aux autres secteurs auxquels nos entreprises sont le plus souvent soumises. C'est-à-dire qu'il y a un Maroc à 2 vitesses. Il y a des entreprises au Maroc qui vivent selon 2 régimes qui sont distincts. Mais depuis quand ? Depuis le plan émergence. Simplement, le plan émergence, au lieu d'être utilisé pour dire que nous pouvions utiliser le Maroc comme une plateforme de développement de nouveaux produits et généraliser les avantages qui étaient octroyés à ces industries, on a mis en place un système qui est plus proche des maquiladoras mexicains, et donc on a une économie... D'ailleurs, Mazoua s'était rendu au Mexique. Donc c'est lui qui a monté ce système, c'est lui qui a monté ce système et qui l'a fait durer. Pendant ce temps-là, vous étiez à la CGEM. Et donc pendant ce temps-là, est-ce que vous étiez à la CGEM ? Bien évidemment. Mais pourquoi vous ne voulez pas contester ça ? Bien sûr, je lui ai demandé immédiatement de modifier, bien sûr. Et là, qu'est-ce que vous avez répondu ? Que ce n'était pas le moment. Parce qu'il fallait laisser les choses se mettre en place. Il avait d'autres priorités aussi à notre niveau. Non, on est allé, par exemple, le crédit... Parce que lui, il voulait structurer un peu l'économie nationale avec ce plan émergence, parce qu'il n'était pas tout seul, mais effectivement, c'est lui qui l'a porté, pour diversifier aussi notre économie, un peu plus la structurer. À cette époque-là, on était en 2005, 2006, 2007. On est bien d'accord. Donc, vous, à cette époque-là, vous étiez à la CGEM. Encore une fois, il a fait des choses qui étaient positives. Donc, il a mis en place ce plan qui a permis d'amener, comme je l'ai dit, certains nouveaux secteurs.
attirer l'investissement privé, mais par contre, il a perpétué un système. Après, lorsqu'il n'était plus ministre du Commerce et de l'Industrie, il est devenu ministre de l'Économie et des Finances. Il a perpétué ce système. Il a donc institué un décalage entre les entreprises. Alors, et nous étions allés le voir. Lui avons proposé de modifier cela, d'introduire davantage d'incitation pour les entreprises qui étaient dans les autres secteurs, ce qu'il n'a pas adopté et ce que nous regrettons. Et donc aujourd'hui, mais ça c'est défait, tout ça. On va aller là-dessus. Et donc, quand vous dites incitation, c'est quel type d'incitation? Alors, parce que là, je rappelle, pour structurer cette économie, effectivement, il y a des incitations fiscales qui avaient été déployées pour booster les secteurs d'activité. C'est l'instrument. Mais quand vous dites on voulait d'autres incitations, d'une manière générale, une économie qui est mondialisée doit privilégier le travail et la production locale en ne la taxant pas. Elle va la privilégier, c'est-à-dire en réalité le mot est mal choisi, c'est-à-dire que nous sommes partis d'une économie qui est protégée et donc la production et le travail sont taxés. L'intégration à la solidarité se fait par le travail. Et donc le travail est moins compétitif puisqu'il est taxé. Et la production est moins compétitive parce qu'elle est taxée. Mais notre économie est ouverte. C'est-à-dire qu'on peut importer de l'étranger et vendre au Maroc sans payer des droits de douane. Les droits de douane permettaient de faire un réajustement de compétitivité. Les droits de douane ont été abaissés. Au fur et à mesure que M. Salahdine Mzouar progressait dans sa carrière. C'est parce qu'il y avait des accords de libre-échange aussi qui avaient été signés. Des accords de libre-échange. Je crois savoir qu'Assia a siégé dans cette commission. Absolument. Accord de libre-échange. Donc vous étiez parfaitement en phase aussi avec tout ce qui se faisait. On est bien d'accord. On était partie prenante autant que possible pour faire en sorte que la CGEM soit impliquée au mieux et au maximum, ce qui n'était pas toujours le cas, justement. Assia est devenue vice-présidente de la Commission après le démantèlement, après la totalité du démantèlement avec l'Union européenne. Ce qui s'est passé, c'est que le Maroc a signé des accords de libre-échange en même temps qu'il a mis en œuvre l'accord avec l'Union européenne. Et donc, l'économie marocaine s'est totalement ouverte à certaines économies, notamment, par exemple, les Émirats arabes unis, les accords du Quad, la Ligue arabe, et puis également la Turquie, alors que le démantèlement avec l'Union européenne était progressif. Donc ce qui aurait pu se faire progressivement, parce qu'il a été pensé progressivement avec l'Union européenne, s'est retrouvé comme étant une difficulté supplémentaire pour les industries marocaines. Mais ça, c'est pas la faute de Salahdine Mzouar, ça, si? Ou du gouvernement de l'époque? C'était aux entrepreneurs de travailler, c'était à l'organisation patronale aussi. Pourquoi vous froncez les sourcils? Je veux dire, sur le secteur privé, on a l'impression que on est toujours dans une politique d'assistanat et de... Non. On n'est pas dans une politique d'assistanat. Quand on parle d'accord de libre-échange, on sous-entend l'équité. Tout ce qu'on demande, c'est pas être une assistance. Accord de libre-échange, c'est compétitivité, non? On demande l'équité. C'est quoi l'équité en business? L'équité, c'est-à-dire qu'on ait les mêmes règles qui s'appliquent à deux parties différentes. Moi, si je dois payer des taxes pour produire, si je dois payer des droits de douane sur mes intrants, si j'ai des monopoles qui grèvent ma compétitivité, je suis dans une situation qui est non équitable par rapport à quelqu'un qui opère sur le même marché que moi et qui a accès à des intrants à un prix plus faible. C'est tout. Donc ça, il n'y a pas d'équité. Là-dessus, il n'y a pas d'équité. Donc c'est un concept qu'on a fait évoluer assez tôt. Et je dois dire d'ailleurs que M. Mzouar, à ce moment-là, dans certains moments, m'avait aidé. Je dois le dire, M. Mzouar, je suis allé le voir dans son bureau. Je dis, c'est quelqu'un que j'apprécie par ailleurs. Je vous l'ai dit dès le départ. J'étais juste surpris qu'on m'avait dit qu'il m'a traité de je sais pas trop quoi. J'étais juste surpris, donc c'était une réaction de surprise. Mais c'est tout. Mais sinon, je suis allé le voir, effectivement, je lui avais dit... Moi, j'essaie de comprendre, parce que chaque fois que j'écoute le patronat et des patrons de notre cher et beau pays, c'est toujours, il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous subventionne, il faut qu'on nous prévienne, il faut que ci, il faut que là... Est-ce que j'ai dit un seul mot de ce genre? Simplement. Est-ce que j'ai dit une seule fois que je voulais une aide? Quand vous parlez de mondialisation et de compétitivité, qu'est-ce que vous attendiez? Vous attendiez à ce qu'il y ait des incitations fiscales? Il faut refondre. bien comprendre ça, parce que moi j'ai du mal à saisir ça, ce point-là. J'ai du mal. Quand on est engagé à la mondialisation, on est engagé à la mondialisation, performance, conquête de marchés internationaux, mondialisation. Mais il y a quelque chose qui est un préalable. C'est refaire des règles qui soient cohérentes et compatibles avec la mondialisation. C'est-à-dire? C'est-à-dire... Prenez un exemple concret, parce que je n'arrive pas à saisir. Je vais vous dire, quand vous taxez le travail devient plus cher. On a besoin de travail. Comment ça se fait que le travail soit taxé
Alors que les gens qui travaillent à Dubaï ne sont pas taxés. Donc ça veut dire qu'on préfère... C'est-à-dire que le salarié marocain ne soit pas taxé. Oui, parce qu'en fait, oui, mais non. Parce Absolument. qu'en fait, j'ai complètement oublié aussi, Hakim Arakchi, c'est le fervent défenseur de la baisse du coût du travail. Absolument. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que si on veut davantage de travail... Vous voulez déshabiller en fait le salarié, il faut qu'il soit payé moins cher. C'est exactement le contraire. C'est quoi ça, vous avez préparé, mais ça, il faudrait comprendre. Le coût du Oui, travail, c'est pour ça que vous êtes là pour Non, nous. le coût du travail, c'est pas le salaire. C'est quoi? Le coût du travail, c'est le salaire plus tout ce qui grève le salaire. Tout ce qui s'ajoute au salaire. Moi, quand je paye quelqu'un à 100, Ouais. il me coûte en général 180. Ouais. Donc ces 80 supplémentaires, Ouais. en fait, c'est ce qu'on appelle les 100 plus les 80, c'est le coût du travail. Et Ouais. les 80, c'est ce que j'aimerais voir diminuer. C'est quoi les 80? Les 80 que vous versez, vous les versez à qui? Alors, il y a des impôts. Ben oui, donc c'est l'État, c'est la collectivité, c'est le bien commun, c'est Oui, mais c'est sur le financement travail. de routes. C'est sur le travail. C'est-à-dire, au lieu de taxer le travail, je préfère taxer d'autres revenus que le travail. Taxer quoi? Les dividendes, les profits? Par exemple, Ils ne sont pas suffisamment taxés chez nous? éventuellement, Non, je vais parfois pas vous certains d'entre eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle d'équité. Pourquoi vous attaquez là-dessus. au travail et pas forcément à Je m'attaque pas, c'est au contraire, je veux lui libérer le travail. Je m'attaque pas. Ouais. Non, vous comprenez. Oui, mais j'essaie de comprendre. Oui, non, je comprends très bien. Oui, allez-y. Non, quand je dis, voilà, le travail coûte 180 Ouais. et le salarié en perçoit que 100, Ouais. moi j'aimerais que le salarié perçoive 140 et que Ouais. 40 restent dans l'entreprise et qu'on paye davantage Et qui d'impôts. prennent en charge la protection sociale, qui prennent en charge D'autres impôts, c'est comme ça que ça se fait. dans Est-ce que certains c'est ça? pays. C'est le modèle américain en fait? Non, c'est le modèle anglo-saxon. Non, Je sais pas. Non. C'est quoi? En France, ça Je suis pas s'appelle- sûr que chacun mais- arrive à vous mais- suivre dans votre raisonnement. Allez-y. Certainement, sauf que chaque fois que je commence à expliquer, je Allez-y, ne suis pas oui. sûr de comprendre. Non, Et non, vous mais me oui, dites, parce que je vais essayer de ça bien marche comprendre. pas. Allez-y. Ça marche pas. Allez-y. Alors, en France, ça s'appelle la contribution sociale généralisée. Oui. Il n'y a plus de charges sur les bas salaires en France. CSG. D'accord, la CSG. Au Danemark et en Allemagne, c'est plutôt la TVA sociale. Au Maroc, on pourrait faire un système qui est basé sur les deux. Voilà. C'est ça ce que nous proposons. Ça permettrait aussi de redonner du pouvoir d'achat. Ça permettrait de redonner du pouvoir d'achat, Ouais. de redonner de la compétitivité Ouais. et surtout de relancer l'emploi. Parce que notre Mais problème... ce serait moins de au ressources Maroc- pour l'État, c'est ça aussi. Mais non, l'État va se financer autrement. C'était où? Par la croissance. C'est Par la consommation. les taux rendez-vous. Mais si on fait ça, il y aura des rendez-vous. D'accord. Si on continue à faire ce qu'on fait, on ne crée pas d'emploi et la croissance diminue. Et alors que l'État fait cela, parce que c'est un peu ce qu'il fait avec l'offshoring, parce qu'il donne un abattement sur l'IR ou sur les charges sociales. C'est ce qu'il fait avec Renault, puisqu'à Renault, Renault a des charges plus faibles, notamment sur le coût de l'énergie. Donc l'État donne ses avantages à ces entreprises pour qu'elles créent de la valeur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec Parce toutes les que ces entreprises-là créent de l'emploi aussi. Mais voilà, mais qui crée l'emploi? C'est votre potion magique pour relancer l'emploi aussi, parce que je sais que le deuxième point, baisse du coût du travail, augmentation du taux d'emploi. Bien sûr. C'est dans votre programme. Bien sûr. Du coup, si on baisse... Vous pensez qu'on peut créer combien d'emplois en faisant avec votre Alors votre moi, je vais vous alchimie, donner là un autre chiffre. Oui, parce que vous n'avez pas chiffré le nombre d'emplois créés. Un autre chiffre. Ouais. Il y a 350 000 entrepreneurs marocains à l'étranger. Il y a beaucoup de nos jeunes qui ne peuvent pas entreprendre au Maroc et qui vont entreprendre à l'étranger. Ça, c'est parce que nous avons une réglementation qui n'est pas propice au développement de leur entreprise. Un troisième chiffre. Ça vous gêne, vous, 1%. qu'il y ait des entrepreneurs marocains qui entreprennent à l'étranger? J'aurais préféré qu'ils entreprennent au Maroc. Mais c'est bien de les avoir aussi. Ça Oui, permet mais d'avoir un je niveau disais plus à représentatif. Moi, j'aime mon pays. Oui. J'aime mon pays. On Je aime voudrais tous notre pays. j'aime mon pays et j'aimerais que les richesses soient créées dans mon pays et qu'elles servent d'abord mes compatriotes qui sont au Maroc. Bien évidemment que quand un de mes compatriotes réussit à l'étranger, j'en suis fier, mais j'aimerais qu'il y ait davantage de Marocains qui réussissent au Maroc. Aujourd'hui, Si on c'est donne des difficile avantages. d'entreprendre au Maroc. C'est difficile d'entreprendre au Maroc. Bien sûr qu'on est fiers de nos entrepreneurs qui sont à l'étranger. Bien sûr d'avoir une diaspora à l'étranger. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, Pourquoi c'est difficile? Parce que j'ai vu dans votre programme aussi, il parce faut qu'il y a tellement de simplifier les contraintes, procédures, c'est tellement l'administratif, c'est ça? dissuasif, Ouais. c'est tellement contraignant, c'est tellement kafkaïen. Mais qu'est-ce qui est problématique essentiellement? Attendez, demandez à n'importe quel jeune, n'importe quel jeune entrepreneur, pas dans le sens jeune âge, jeune entrepreneur. Demandez-lui. Regardez le nombre d'entreprises qui ferment au bout d'un an d'existence. Regardez regardez l'évolution de la création d'entreprises dans qu'est-ce ce que vous pays. comptez faire, vous, en la Quand matière? on parle de libérer l'entreprise, Oui. non seulement, c'est aussi agir au niveau de la simplification des procédures administratives. Vous savez, la digitalisation, l'informatisation, ça Pas va être réglé, ça, non? Simplifier, non, La non, standardisation dans le d'abord. contenu, dans le fond. Simplifier aussi le cadre réglementaire. Simplifier le cadre réglementaire dans lequel on agit. Créer un cadre réglementaire pour toute l'économie numérique. Aujourd'hui, l'économie numérique, on a suffisamment discuté avec des gens
et nous-mêmes, de par l'expérience qu'on a à la CGM, pour savoir qu'il y a un certain nombre de métiers aujourd'hui qui ne sont pas encore régis, qui ne sont pas encore réglementés. Donc quand ils s'adressent à l'administration, comme le cadre réglementaire n'existe pas, donc on va faire le tout sauf. Eh bien écoutez, vous n'êtes pas autorisé à faire que parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Et donc on invente des règles, des mesures, etc. C'est ça aussi, libérer l'entreprise, c'est aider l'entrepreneuriat. Vous savez très bien que si on arrive à impulser des changements dans la simplification, dans la relation avec l'administration notamment, on aidera davantage les gens à pouvoir créer des entreprises, à créer des emplois. Aujourd'hui, ça dissuade. Votre philosophie aussi, c'est moins d'État et moins de public dans la sphère privée, dans l'économie. C'est ça en fait? Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que nous devrions avoir une réglementation qui est adaptée au cadre dans lequel nous devons prospérer. Ce que je veux dire par là et ce qu'Assi a dit, c'est que elle et moi sommes également entrepreneurs à l'étranger et que nous avons en face de nous un cadre qui est différent de celui qu'on a au Maroc. C'est par comparaison avec notre expérience de chef d'entreprise à l'étranger, notamment pour elle en France et pour moi aux États-Unis, que nous disons, oui, il y a quelque chose à modifier. Vous, c'est les États-Unis pour exporter du chewing-gum, c'est ça? J'ai une entreprise de distribution de... Et Assia, en France, c'est une filiale d'Opinion Conseil. Parce que les deux, en fait, les États-Unis et la France, ils sont dans le top 5 des économies les plus développées au monde. Donc, est-ce qu'on dit souvent comparaison n'est pas raison? Est-ce que dans ce cas précis, on a une économie jeune, petite, qui est en train de se développer, qui est en train de se structurer? Donc, est-ce qu'on peut faire légitimement aussi des parallèles avec des économies qui sont beaucoup plus développées? On veut tirer vers le haut. Oui, non, mais je sais pas. Moi, moi, c'est une interrogation. Alors, Sa Majesté avait fait avec l'Union européenne une déclaration, avait obtenu une déclaration de l'Union européenne pour le statut avancé. En quoi consiste le statut avancé? C'est en fait l'adhésion du Maroc au marché unique européen, c'est-à-dire l'adoption par le Maroc des règles européennes. C'est ça le statut avancé. Donc on doit le construire. Et bien, précisément, notre démarche va dans ce sens. Notre démarche va dans le sens de ce qu'a demandé Sa Majesté. D'ailleurs, Sa Majesté a aussi demandé à ce qu'on travaille et ce qu'on élabore un nouveau modèle de développement économique et social. Donc notre démarche va aussi dans ce sens-là. Ça y est pas dans notre programme, ça, si ? La réflexion sur le modèle économique. Ah bah si, bien sûr. C'est en préambule. C'est en préambule de notre... Oui, mais dans le détail, je veux dire, le détail sur les propositions. Ah si, c'est tout, c'est notre proposition. C'est-à-dire... On ne va pas répéter à chaque fois, à chaque ligne, c'est dedans. Si, réflexion sur le modèle économique. Non, ça fait trop lourd à écrire partout. Non, mais sur la réflexion sur le modèle économique, c'est-à-dire que vous avez une réflexion avancée. Vous l'avez lu. Si vous voyez le contenu de l'axe qui est d'accompagner le développement régional et la croissance internationale, il y a un certain nombre de mesures aussi qui s'inscrivent dans le sens de la régionalisation avancée, mais réelle, au profit des entreprises qui sont au niveau régional et pas uniquement au niveau central. C'est-à-dire faire émerger les économies dans les régions. Bien sûr. Entre autres. Mais comment? Par quel levier? C'est pour ça que je vous pose la question. Donc on a proposé plusieurs leviers effectivement pour les régions, donc notamment un partenariat public-privé régional. Nous avons proposé à ce que la demande publique soit utilisée comme levier de l'industrialisation du Maroc, également dans les régions. Nous avons proposé c'est-à-dire une commande publique qui soit régionalisée, c'est ça en fait? Vous êtes en train de dire que le Maroc a une demande publique de 180 milliards dirhams par an. C'est 20% du PIB. 20% du PIB. Cette demande n'est pas utilisée pour la transformation de produits locaux. L'État, jusqu'à maintenant, a plutôt favorisé l'achat de produits finis et n'a pas plutôt favorisé l'intégration locale. Il y a pourtant la possibilité, avec un pareil volume d'investissement et d'achat de la part de l'État, il y a la possibilité d'inciter à la transformation au Maroc. Et en faisant cela, peut-être que parfois ça va coûter plus cher, mais sur le long terme, on crée une industrie et on crée des emplois. Donc ça fait partie de nos propositions. Non, mais j'ai vu ça, mais je veux dire quel type de produit, qu'est-ce qu'on peut faire émerger dans quelle région, par exemple, dans les 12 régions. Par exemple, on pourrait très bien faire davantage d'efforts au niveau de la fabrication de panneaux photovoltaïques et favoriser la création d'une industrie qui existe d'ailleurs au Maroc, mais qui est un peu embryonnaire et qui est taxée. C'est-à-dire que quand on fabrique des panneaux photovoltaïques au Maroc, on a des droits de douane sur les intrants, et on paye une énergie qui est relativement chère, alors que le produit fini, panneau photovoltaïque qui rentre au Maroc, lui, ne paye pas de droit de douane.
notamment s'ils viennent de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc il y a un décalage là-dessus, et donc on voudrait remettre les entrepreneurs marocains dans une situation d'équité, et utiliser la commande publique comme levier de création de richesse et d'industrialisation de notre pays. Parce que mais laissez-moi terminer. Oui, allez-y, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais c'est simplement pour vous écouter. Oui, mais ou alors vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas. Vous me dites, ça, je ne veux plus parler de la régionalisation. Ah si, bien au contraire. D'ailleurs, il y a un forum organisé par le groupe Le Matin le 20 juillet prochain sur la régionalisation. Toujours dans nos propositions pour favoriser les écosystèmes dans les régions, il y a des éléments où on peut intervenir pour améliorer ces écosystèmes dans certaines régions, notamment entre l'agriculture et l'agro-industrie. Je vais donner des exemples où, par exemple, la réglementation obère et empêche le développement industriel et la mise en valeur de notre production. On va dire tout simplement la fiscalité. Pendant un certain temps, l'industrie est taxée, elle est toujours taxée, et l'agriculture est totalement détaxée. Elle est toujours aujourd'hui faiblement taxée. Donc l'intégration de l'agriculture et l'industrie n'est pas aidée. De même que la possibilité pour un industriel de s'implanter dans une zone agricole n'est pas possible. C'est un système dérogatoire. Nous disons que le système dérogatoire est un système qui n'est plus compatible avec une économie qui est ouverte. Il faut avoir un système positif. Alors, si on avait... Toujours avec... vous n'allez pas faire le débat non plus. Donc, toujours pareil, l'État qui met la main à la poche. Parce que l'État, c'est nous. L'État, ça n'a rien à voir. C'est une question de réglementation. L'État n'a pas à mettre la main à la poche. Je dis pourquoi ? Parce que l'État aussi souhaiterait que le privé, qu'il y ait beaucoup plus d'investissement privé, que les entrepreneurs marocains qui aiment bien leur pays... Simplement, Hakim Raki, si vous permettez. Je vous ai écouté attentivement aussi. J'ai pas terminé. Oui, mais je vais vous laisser terminer. Simplement de se dire, est-ce que vous avez aussi un levier ou une recette magique pour relancer l'investissement privé qui est en train de se réduire aujourd'hui ? Parce qu'on a besoin de ça aussi, on a besoin d'investissement. Notre recette magique, c'est notre programme. Mais pour parler de notre recette magique, c'est notre programme. Oui, mais pour dire, par exemple, je donne des électeurs jugeront. Je donne des exemples où la réglementation empêche l'investissement et empêche la création de valeur. Donc je termine cet exemple. Si une industrie ne peut pas s'installer dans une zone rurale, il se trouve que certaines transformations sont empêchées. Notamment, presser des olives doit être fait dans les 24 heures après la cueillette pour que la qualité du jus de l'olive, donc de l'huile d'olive, soit bonne. Si on dépasse le délai de 24 heures, on ajoute de l'acidité. Et donc l'huile d'olive est moins bonne. Il se trouve que c'est un savoir-faire ancestral au Maroc qui a été perdu du fait de la réglementation, à la fois, disons, sur l'installation des unités en zone rurale et du fait de la fiscalité. Les Européens n'ont pas fait cela. Par exemple, vous avez des vignes, et à côté des vignes, vous avez des pressoirs. Je ne sais pas comment on fabrique le vin, je n'en ai pas la moindre idée, mais toujours est-il qu'il y a un lien entre la gastronomie française et les vins français. Comme nous, on aurait pu avoir un lien entre notre huile d'olive. C'est comme ça qu'on développe une diplomatie culinaire aussi. Voilà. On aurait pu développer un lien entre très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps, juste sur l'investissement privé. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous reconnaissez effectivement que l'investissement privé n'est pas suffisamment intensif chez nous ? C'est normal, parce que l'espérance de gain est faible. Pour pouvoir investir, pour pouvoir avoir des entreprises... Mais si demain vous êtes président de la CGEM mardi prochain, je vous le souhaite, d'ailleurs, tous les deux. Vous n'en doutez pas ? Ah non, pas du tout. Quelle est la principale mesure que vous allez prendre pour booster l'investissement privé ? C'est ce qu'on vous a dit, il faut baisser les charges sur le travail, il faut baisser les charges sur la production, et à ce moment-là, ça reviendra tout seul. En fait, si la production est extraordinaire, il a la solution en fait. On a nos responsables qui cherchent à trouver la solution, aujourd'hui on essaie de voir un petit peu qu'effectivement l'investissement privé est en train de se tasser, de trouver. Et puis vous dites il faut faire ci, il faut faire ça, et puis tout de suite on va relancer l'investissement privé. Mais vous dites que c'est compliqué ? Non, ça ne me semble pas compliqué. C'est pas très compliqué. Il faut baisser les charges sur la production et baisser les charges sur le travail. D'autant plus que nous avons de moins en moins de production. Donc le coût pour l'État n'est pas très important. Et de moins en moins de travail. Forcément, puisqu'il n'y a plus d'investissement, puisque ce n'est pas rentable. C'est-à-dire, les gens ne vont pas investir pour perdre de l'argent. C'est pas comme ça qu'on fait. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur ? Il faut deux choses. Il faut des opportunités et il faut un risque qui soit faible. S'il n'y a pas d'opportunité ou si le risque est trop élevé, vous n'y allez pas. Donc on va agir sur ces deux aspects. Il faut augmenter les opportunités. Augmenter les opportunités, je veux dire, il faut produire moins cher. Pour produire moins cher, tout ce qui est taxe qui est prélevé par l'État... Qu'est-ce qu'on peut produire encore moins cher aujourd'hui ? Mais tout.
Moi, je paye pratiquement 10% de ma production correspond à des taxes que je paye. Non, mais c'est des produits de consommation d'ailleurs. On va parler du boycott aussi. Vous n'êtes pas exprimé sur le boycott. Si, je l'ai exprimé 1000 fois sur le boycott. C'est M. Mézoir, que vous ne voulez pas que je dise son nom, qui l'a fait que récemment. Mais moi, depuis le début, c'est-à-dire depuis le jour où le boycott a été lancé, on est venu me demander qu'est-ce que je pense du boycott. Je l'ai répété à chaque fois. Est-ce que c'est la conséquence du fait qu'on ne produit pas assez? Est-ce qu'une des résultantes, c'est le fait de ne pas avoir des productions? Je crois que c'est vous qui avez pris l'exemple, c'est Hakim Arachi, qui a pris l'exemple du fait que sur les produits laitiers, si on avait plus de vaches, on aurait plus de lait, et le lait coûterait moins cher. C'est moi qui ai dit que les vaches marocaines, forcément, donnent moins de lait que les vaches hollandaises. Parce qu'on en a moins. Non, parce que le climat, le temps, le sol n'est pas le même. Voilà, c'est pas la même chose, on n'est pas dans les mêmes conditions. Donc c'est-à-dire il y a des choses nous on a au Maroc du phosphate. En Hollande, ils n'ont pas de phosphate. Donc au Maroc, on peut faire des engrais. En Hollande, ils ont plus de mal à faire des engrais phosphatés. Ils font d'autres types d'engrais, mais pas phosphatés. Donc ça, c'est des données pour chacun de nos pays. Donc on peut développer des écosystèmes sur l'industrie des engrais où le Maroc aura un avantage compétitif. Clair, certain, comparatif avec n'importe quelle économie. Mais le lait, c'est un produit de consommation courante que chacun d'entre nous consomme. Oui, mais il est normal qu'au Maroc, il coûte plus cher, étant donné que nous avons de faibles lactations. C'est-à-dire, si vous reprenez des livres qui ont été écrits au début du XXe siècle, on vous disait que le beurre était un produit rare au Maroc. Aujourd'hui, le beurre est un produit courant, parce que l'économie est mondialisée. Mais ce n'est pas pour autant que le beurre au Maroc va être moins cher que le beurre ailleurs. Donc vous dites qu'en fait, si le lait coûte plus cher aujourd'hui, c'est pour quelle raison? Le lait coûte plus cher parce qu'on est moins performant dans la transformation, dans la maîtrise du... Non, ce n'est pas une question de maîtrise. Là, c'est une donnée naturelle. Oui. Il y a moins d'eau au Maroc, et donc les vaches produisent moins de lait. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble évident qu'étant donné qu'il y a moins de fourrage, le fourrage coûtera plus cher, de toutes les façons, pour notre élevage, c'est à peu près certain. Donc, c'est pas une question, c'est les conditions générales du Maroc qui font qu'on peut être performant dans certaines économies, dans certaines industries, et moins performant dans l'autre. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire de lait au Maroc. J'approuve tout à fait ce dispositif qui a été prévu par le président, par le ministre de l'Agriculture, d'encourager la production laitière parce que c'est une question de sécurité alimentaire. Complètement. Donc il faut le faire, même si ça coûte plus cher. Donc vous encouragez aussi les investisseurs à investir dans ce secteur-là. Oui, mais un investisseur, il cherche à gagner de l'argent. Oui. S'il va le faire et qu'il perd de l'argent, il ne va pas le faire. Si vous lui dites fais-le, mais vends-le à un prix qui est plus faible que ton prix de revient, il va dire je ne peux pas. Si vous lui dites fais-le, mais tu ne pourras jamais récupérer l'investissement que tu as fait au début, il ne le fera pas non plus. Si vous lui dites fais-le et tu vas pouvoir récupérer ton investissement dans un délai qui... Vous savez, si on suit votre raisonnement, Hakim Arachi, on n'investirait pas dans... Il y a beaucoup de secteurs peut-être sur lesquels ou dans lesquels les investisseurs n'investiraient pas. Il y a aussi la nécessité, sur les produits de consommation, il y a la nécessité d'avoir des investisseurs, des investissements, des entreprises, des structures. Mais s'ils ne gagnent pas d'argent, ils investiront pour consommer des produits. Mais s'ils ne gagnent pas d'argent, personne n'investira. Donc en fait, faut pas se croire, donc tout le procès qui est fait, en fait, tout ce qui est fait sur le boycott, sur les produits, c'est un procès injuste pour vous ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Ce qui est dénoncé, ce qui est dénoncé, c'est la cherté de la vie, la cherté des coûts, et on dit qu'il y a une instrumentalisation aussi de la population. Mais on parle d'autre chose. On parle pas d'autre chose. Vous dites que c'est effectivement si le lait coûterait moins cher. Le lait, j'ai parlé du lait. Ouais. J'ai pas parlé des autres produits. Après, si on veut parler de l'eau, il se trouve que, par exemple, j'ai une idée sur les investissements qui ont été réalisés pour faire de l'eau qui a été boycottée. Donc j'ai vu les rapports qui ont été faits par le desk, etc. Mais j'ai pu le voir autrement parce que je suis un industriel et j'ai investi dans le domaine de l'énergie renouvelable pour diminuer le coût de mon électricité. Alors que mon voisin qui est étranger, lui, paye l'électricité à 30 centimes le kilowattheure avec un drawback. Moi, pour arriver à 30 centimes, j'ai dû faire un investissement majeur. Et j'ai été primé pour l'avoir fait. J'ai été primé par le Fonds mondial pour le climat et par l'Union européenne. Et donc, quand j'ai fait cela, Madame Ben Salah, donc de cette aide dont il s'agit, m'a demandé d'ouvrir mon installation à ses équipes pour voir s'ils pouvaient s'en inspirer pour diminuer le coût de sa production. Et donc, j'ai pu voir l'ensemble des investissements qu'elle a fait pour réaliser, pour produire cette eau. C'est des investissements qui sont gigantesques, monsieur. C'est une véritable entreprise qui a été faite. Et donc, il est normal qu'elle a pris un risque. Elle a pris un risque et il est normal que ce risque soit rémunéré. Donc ça, c'est par rapport au coût de l'eau.
C'est-à-dire, je sais que ça a coûté très cher. Ça, je le sais, parce que c'est mon expérience. Bon, maintenant, dans d'autres cas, je ne suis pas habilité à parler. Ce que je sais pour le lait... C'est-à-dire, vous n'êtes pas habilité à parler dans d'autres cas, c'est-à-dire, dans l'eau, je sais ce qui a été fait. J'ai une idée sur ce que... Et vous avez quand même un avis sur le fait que celles et ceux qui décident, qui dénoncent la cherté de la vie, Bon, écoute, est-ce que c'est... Alors, ce que j'ai dit, que j'ai dit, moi, en tant que candidat à la présidence de la CGM, c'est que j'ai demandé, et j'avais immédiatement dit que si le Conseil de la concurrence avait agi, nous n'en serions pas là pour dénoncer des produits qui seraient trop chers. Donc avec des si, quoi. Bah évidemment. Si on avait un conseil de la concurrence, si on avait une fédération de protection des consommateurs, si on avait, on n'en serait pas là. C'est ça. Absolument. Mais en fait, c'est l'absence de corps intermédiaires qui font qu'aujourd'hui, l'État se retrouve en front office avec. Absolument. Vous avez déjà entendu ma réponse, c'est exactement. Moi, j'ai préparé l'émission. Donc je l'avais dit ça. Effectivement. Parce qu'on m'avait dit. Vous êtes aussi une fervent militante. Il faut baisser le coût de la vie. Oui. Oui, vous avez dit ça. Donc il faut après le boycott, parce qu'il faut qu'il marque pour préparer l'émission, c'est du travail. Hein. Parce qu'il faut croiser sur le boycott. Et donc vous avez dit il faut baisser le coût du travail et il faut baisser le coût de la vie. Bien sûr. Voilà, c'est possible ça? Bien sûr. Tout en relançant l'emploi, tout en réorientant notre modèle économique sur l'offre, tout en étant conquérant sur les marchés internationaux. Tout ça est très compatible. Ça va, tout ça est cohérent. Tout ça est cohérent. En tout cas, c'est le projet que vous portez. C'est exactement le projet que nous portons. Il est basé sur notre expérience, tout à fait. C'est exactement cela. C'est-à-dire, oui, si on... Non, on est en direct avec Hakim Marakchi et Assia Benida, tous les deux candidats à la présidence et à la vice-présidence de la CGM. Qui te rappelle de ne pas être en retard pour le Maghreb aujourd'hui. Si tu peux travailler un peu moins. En tout cas, il nous reste juste 2 petites minutes, c'est mardi. Oui. Le grand jour. Oui, il faut être mobilisé. C'est le jour de votre vie? Non. Je suis très heureux d'avoir fait cette campagne. Je m'exprimerai avant le vote. Et donc j'expliquerai pourquoi je suis particulièrement heureux. D'avoir été candidat ou d'avoir gagné? Je pense que nous allons gagner. Je pense que nous avons déjà gagné. Voilà. Je pense que nous avons déjà gagné. Donc je l'exprimerai de façon plus complète mardi. Je pense que pour que notre victoire soit plus ample, il faut que cela soit transformé au niveau des urnes, que nous allions plus loin que ce que nous avons fait, parce que ce que nous avons fait, c'est nous avons commencé justement à faire bouger les lignes que nous devions effectivement faire bouger. Donc nous avons joué notre rôle. Je salue la présence d'un deuxième candidat en face de nous, mais ce n'est pas pour autant que je préfère que ce ne soit pas nous qui gagnons. Donc je préfère que nous gagnions. D'autant que nous sommes le seul binôme homme-femme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans cette campagne. On laissera les auditeurs et les internautes le remarquer. On ne peut pas le faire à votre place. Mais simplement, est-ce que... J'ai une question. Non mais sérieux, c'est une question pour un atout qu'on veut préserver à la CGM. Oui, non, mais la présence des femmes à la CGM. C'est clair, c'est vrai que le colistier de Salah Mezola, c'est Faisal Mekoual, qui a un lien de parenté avec Hakim Marakchi. C'est un cousin. Proche ou éloigné? Très proche. C'est vrai? Très très proche? Oui. Il vous a pas donné de tuyaux? Non, il n'y a pas là-dedans. Nous défendons l'entreprise. C'est pas un combat personnel. Je prends pas les choses sur le plan personnel. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai été peut-être surpris. C'est pas un truc personnel. Nous sommes venus, nous sommes présents pour la collectivité. Je ne cherche absolument aucun statut. C'est une mission. C'est une mission que nous allons décliner et que nous allons réussir. Et parce que nous sommes un homme et une femme d'affaires, nous avons le sens de l'engagement, nous avons le sens de la parole donnée. Et donc, nous ferons ce que nous avons dit que nous allons faire. Nous sommes conscients des difficultés, mais en même temps, nous sommes conscients du potentiel que nous pouvons réaliser. Et donc, nous le réalisons. En tout cas, on connaîtra les résultats mardi en fin d'après-midi, c'est ça? Fin de journée. Juste avant le ftor, juste après le ftor, juste pendant le ftor? Je sais pas. J'espère avant. J'espère avant. Du temps qu'ils vont mettre pour dépouiller les urnes et les votes. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Vous êtes bon gagnant ou bon perdant, Hakim Marakchi? Dans l'absolu. J'espère qu'on sera bon gagnant, mais si jamais on est, si par
disons, si on ne devait pas gagner, bien évidemment que nous féliciterions nos opposants et que nous leur souhaiterions bonne chance. Et prêt à travailler à leur côté aussi. Prêt à travailler à leur côté, parce que j'imagine pas que vous allez démissionner de tous vos mandats respectifs à la CGM. Mais s'il a des faits. Mais s'il a dit ce que vous m'avez dit qu'il a dit, je vois pas comment est-ce que j'aurai une place quelque part. Mais je continuerai toujours à être. Il lâche pas l'affaire. Hakim Arakchi, c'est extraordinaire. Et d'autant plus, je vais vous dire une chose, comme ça les choses vont être bien claires, parce que je vous les ai laissés sur le coût du travail. J'aimerais bien refaire un débat face à face, l'info en face avec vous sur le coût du travail, mais ce n'est pas Rachid Alaoui qui a dit. Oui. C'est Saladin Mezouar qui a répondu à une question de Rachid Alaoui. C'était mardi, en direct, l'info en face. Donc, et je reste intimement convaincu aussi, pour être très honnête aussi avec celles et ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez aussi tout un staff, des personnes extrêmement brillantes en matière de communication qui font de la veille et qui ont dû certainement vous informer des propos qui ont été tenus par Saladin Mezouar dans l'info en face, mardi soir, juste avant sa présentation, lors du meeting Casablanca qui a rassemblé 650 personnes à Casablanca. Je ne savais pas à l'époque, parce qu'on a une... c'est-à-dire qu'il n'y a que 24 heures par jour, j'ai des journées qui sont longues et des nuits très courtes, donc je ne peux pas tout voir. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous les deux pour l'élection qui se déroulera mardi prochain à la CGM, en tout cas pour la fonction de président et de vice-président. L'AG aura lieu au Hayat Regency. Mais vous avez dit, Rachid, vous avez dit quelque chose de très juste. Je ne lâche jamais. Ouais, je suis très tenace. Je sais que vous êtes très tenace. Et donc, je réussirai ce que nous avons dit que nous ferons. C'est un engagement que je prends. Et quand vous dites ça, je vais vous dire, quand après par l'émission, en lisant et en parcourant tout ce que vous avez pu déclarer, je me suis dit, il en fait un point d'honneur. Non. C'est pas un point d'honneur. Je vais vous dire, c'est de la conviction. C'est de la conviction. C'est de l'amour pour mon pays. C'est l'amour pour mon pays. C'est pour mes enfants. C'est pour tous les enfants du Maroc. C'est parce que je connais bien mon histoire. Je sais d'où est-ce que je viens. Je sais ce que ma famille, disons par les cheminements de ma famille. Et donc j'ai envie que mes enfants vivent dans un pays heureux. Et donc je voudrais que tous les Marocains vivent dans un pays qui sont heureux. Et donc j'ai une telle conviction dans cela que je mets tous mes efforts et toute ma force pour y aller. Parce que sinon, je ferais mieux d'aller m'occuper de mes affaires. Et c'est plus rentable. C'est plus rentable, ça rapporte plus de sous? C'est parce que là j'en dépense, figurez-vous. Une campagne, c'est moi qui la paye. De votre poche? Évidemment, bien sûr. Ça coûte cher? C'est pas gratuit. Ça coûte. Tout coûte. C'est pas gratuit. Un investissement, ça coûte, oui. Oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement pour mon pays. C'est pas un investissement. J'ai pas de retour personnel dessus. On met de sa poche. Vous en mettez aussi un petit peu, tiens. Tout petit peu. C'est quoi, 75, 25? Non, ça n'a pas de sens de dire ça. Ça n'a pas de sens de dire ça. On finit sur quelle note? Heureuse et joyeuse. Regardez, il y a les caméras. On dit quoi? Heureuse bonne et chance, joyeuse. c'est quoi? Allez-y, Assia. Écoutez, avons-nous l'air de gens qui ne sont pas épanouis, qui ne sont pas convaincus et qui ne sont pas dans la gagne? Est-ce que je n'aurai pas de niaque? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il faut venir voter mardi à cette Assemblée Générale Ordinaire Extraordinaire, à cette Assemblée Générale Ordinaire élective. Il en va de l'avenir de nos entreprises, il en va de l'avenir de nos enfants et de tous les enfants de notre pays. Bon, je crois que le groupe Le Matin a fait suffisamment, vous a laissé suffisamment d'antenne, n'est-ce pas? Merci à vous. Pour cet aparté, en tout cas, merci à vous. Là, c'était de l'ironie, Hakim Arakchi. J'ai vu qu'il m'a regardé avec un... C'est de l'ironie. Ça fait partie du débat aussi, l'ironie. En tout cas, merci à vous.